Salué comme un ouvrage architectural majeur du XXIe siècle, l'extraordinaire viaduc de Millau est un spécimen unique. Transparence, simplicité, élégance. Cet ouvrage hors du commun cumule tous les records. Une hauteur de 343 mètres, supérieure à celle de la Tour Eiffel, avec la pile la plus haute du monde. C'est exceptionnel, ça. C'est pas tous les jours qu'on fait des viaducs comme ça. À cette hauteur, surtout, on est plus haut du monde. Un pont autoroutier de 2,5 km de longueur, soit le plus long jamais réalisé à ce jour. 36 000 tonnes d'acier et 206 000 tonnes de béton, soit 5 fois le poids du porte-avions Charles de Gaulle à pleine charge. Je l'ai souhaité, ce viaduc, après je l'ai voulu, je l'ai même exigé. Ça n'a pas été simple, mais c'est quelque chose qui a changé ma vie. Au cœur d'une nature sauvage protégée, le viaduc de Millau est un projet pharaonique et d'une ambition telle que l'on a peine à croire à la durée des travaux. Après 17 ans d'études, seulement 3 ans ont suffi pour le bâtir, d'octobre 2001 à décembre 2004. J'avais vraiment l'impression d'assister à un chantier hors norme, hors du commun. Comme un homme du Moyen-Âge qui voit la construction d'une cathédrale. C'était quelque chose d'assez exceptionnel. Le coût de ce chantier du siècle, qui a mobilisé en moyenne 500 compagnons pendant 3 ans, a été de 400 millions d'euros. Fruit d'une entente franco-britannique, cette œuvre magistrale a été dessinée par la star de l'architecture high-tech, l'anglais Lord Norman Foster. On lui doit, entre autres, The Gherkin à Londres, ou les terminaux de l'aéroport international de Pékin. Conçu par l'ingénieur français Michel Virlogeux, spécialiste mondial des ponts, le viaduc a été réalisé par le constructeur Eiffage. Un trait qui traverse la vallée et 7 piles toutes identiques et rien d'autre. C'est une combinaison unique. Le site, sa beauté sauvage, son immensité. Les ingénieurs ont dû redoubler d'invention et d'imagination pour faire face aux défis quotidiens que leur ont imposé la grandeur et la complexité de l'ouvrage. Celui qui n'a pas de doute, je ne pense pas que ce soit un bon ingénieur. De la première pierre au moment délicat de la pose du tablier et de la jonction tant attendue, les artisans de ce chantier à ciel ouvert ont dû franchir les limites de l'impossible. Nous allons vous raconter cette passionnante épopée humaine et architecturale, symbole d'esthétisme et de génie français dans le monde, qui représente la plus grande fierté de ces bâtisseurs du ciel. Il n'y avait presque pas d'autre issue que d'avoir un pont qui traverse majestueusement le paysage, de la façon la plus sobre, légère et élégante possible. Le viaduc de Millau constitue le maillon le plus spectaculaire de l'autoroute A75. C'est un ouvrage routier que l'on traverse naturellement lorsqu'on circule sur l'autoroute entre Clermont-Ferrand et Béziers. À ce jour, plus de 40 millions de véhicules ont déjà emprunté les 2,5 km de ce qui constitue le plus haut et le plus long pont routier du monde. S'appuyant au nord sur le Causse Rouge et au sud sur le Causse du Larzac, il est aussi bien sûr tout près de Millau, ville d'art et d'histoire et porte d'entrée des gorges du Tarn. Mais pour comprendre pourquoi ce viaduc a vu le jour en plein cœur de l'Aveyron, dans une nature protégée, il faut se replonger au début des années 80. Les vacances, ça se mérite. Des kilomètres d'embouteillage pour aller chercher le soleil. Ici, dans la traversée de Millau, les automobilistes ne sont pas étonnés. Certains sont même déshabitués. Tous les ans, c'est les mêmes. Depuis 25 ans, ça n'a pas changé. Alors quand est-ce qu'on va voir le viaduc? Millau avait un été et aux jours de pointe de vacances à Pâques aussi, très mauvaise réputation à cause de bison futé. Qui dit aux usagers de la route, évitez Millau. Et quand pendant des années, vous êtes maire d'une ville qui s'appelle Millau et que dans les oreilles, vous avez la radio qui vous dit « évitez Millau, évitez Millau », vous êtes un maire un peu dégradé à cause de ça, vous êtes le gars du bouchon. Donc votre idée première, c'est comment éviter le bouchon.
Les premières ébauches de tracés de l'A75 visant à relier le Causse Rouge au nord et le Causse du Larzac au sud voient le jour. 4 tracés sont étudiés pour le franchissement de la vallée du Tarn. Un grand est, un grand ouest, un tracé proche de la Nationale 9 et une option médiane également à l'ouest de Millau. Finalement, la décision est prise de construire un pont à quelques kilomètres à l'ouest de Millau, garantissant une bonne desserte locale et le respect de l'environnement. À l'issue d'un appel d'offres, la solution conçue par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées Michel Virlogeux et dessinée par l'architecte Lord Norman Foster est retenue. Michel Virlogeux est considéré comme le grand spécialiste mondial des ponts. C'est lui le père du pont de Normandie et du dernier pont du Bosphore qui vient de voir le jour. Son entente avec Lord Foster a été déterminante dans la réussite du viaduc de Millau. Michel Virlogeux arrive. Il me parle du concours. Nous nous entendons à merveille. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Et nous décidons de le faire. Tout part de là. Norman Foster est une star de l'architecture. Ses nombreux ouvrages d'art iconiques en ont fait sa renommée mondiale. L'univers de Foster, c'est tout d'abord son bureau d'études. Pour aboutir au projet du viaduc multi-aubané de Millau, plus de 400 personnes ont travaillé à temps plein durant 6 mois en respectant la philosophie de l'architecte. L'idée est d'aller de Causse à Causse, et non juste d'enjamber la rivière, de relier les deux plateaux par une courbe très très douce, en dansant à travers le paysage, avec 7 piles de soutien, puis les pylônes au-dessus et leurs 11 haubans de part et d'autre, et le dialogue entre ces formes magnifiques. Le tablier, le paysage qui se fondent dans le ciel. Ce pont n'est donc pas un acte héroïque au-dessus de la rivière, mais une célébration de la traversée d'une rive à l'autre. Pour construire le viaduc de Millau, l'État a lancé un appel d'offres auquel ont répondu tous les géants du bâtiment. Nous étions vraiment David contre Goliath. Il était de notoriété absolue publique que le grand groupe concurrent avait toutes ses chances. Il sortait vainqueur du grand stade qui avait été un succès absolu. Contre toute attente, c'est la solution d'Eiffage d'assembler un tablier léger en acier encastré sur des piles en béton qui a été choisie. Avec une question cruciale, comment procéder pour allier acier et béton? La réponse, c'est qu'on avait déjà poussé des ouvrages d'un poids voisin, en béton, mais on n'avait jamais fait la combinatoire de la technique du tablier métallique, de la longueur, de la courbe et du poids. Et c'est là, effectivement, qu'il y a eu un petit peu de suspense. Dès le départ, l'équipe de construction a dû relever 3 défis impressionnants. Le premier, construire les piles de pont les plus hautes du monde. Le deuxième, les relier à leur sommet par une autoroute de 36 000 tonnes qu'on appelle le tablier. Et le troisième, ériger 7 pylônes d'acier pesant chacun 700 tonnes. Le tout à plusieurs centaines de mètres du sol. Si haut que du haut de la Tour Eiffel, il faudrait encore lever le nez pour contempler cet édifice étonnant. En octobre 2001, les travaux commencent pour construire un viaduc dont la durabilité doit être garantie pour 120 ans. Pour décrocher le contrat, le constructeur Eiffage a promis d'achever les travaux en un temps record, en 3 ans. À titre de comparaison, le plus long pont suspendu au monde, 3911 mètres, le Akashi au Japon, a été construit en 10 ans. À la tête du chantier, un homme est chargé de superviser les travaux pour le constructeur, c'est Marc Legrand. L'ambiance du début de chantier, elle est toujours très particulière parce qu'il n'y a rien. Et donc, on prépare les choses, on a des
des plateformes à réaliser pour ensuite faire les piles. L'une d'elles, le terrain est glissant, il ne se stabilise pas bien. Donc c'est un travail important sur les terrassements, sur les soutènements avec les bureaux d'études. Et voilà, c'est un peu d'inquiétude sur comment est-ce que les choses vont se dérouler. Le viaduc se compose de 7 piles numérotées à partir de la rive nord de la vallée. La numéro 1 posera problème en raison de la forte déclivité. La numéro 2 constituera le plus gros défi, car ce sera la plus haute. De l'autre côté du Tarn, la numéro 3 sera à peine moins élevée. Les 4, 5, 6 et 7 se dresseront, elles, sur la pente douce de la rive sud. Les géologues ont mis les ingénieurs en garde face au calcaire fissuré de la région. La roche que l'on trouve tout autour du chantier est remplie de cavités, constituant ainsi un risque majeur d'effondrement. Malgré cet avertissement, la construction se poursuit comme prévu avec le forage des puits qui vont servir au soutènement des piles, les appuis en béton qui vont soutenir l'ouvrage. En fait, chaque pile est fondée sur 5 puits, ce que j'appelle des puits, c'est d'énormes puits de 5 mètres de diamètre et dont la profondeur varie de 9 à 16 mètres. Et le gros avantage, c'est qu'ils sont creusés dit à la main. En réalité, c'est par des petits bulldozers cubotage qu'on descend avec une grue et qu'on remonte après. Mais si vous voulez, ça permet de voir le terrain. C'est-à-dire que quand on creuse des puits, quand on fore des puits, des pieux habituels, des pieux de fondation habituels à la bentonite, on ne voit pas le terrain. Là, dans le cas précis, le problème était réglé, on le voit. Et quand il y avait une poche de terrain moins bon, eh bien, on enlève le terrain moins bon et on met du béton à la place. C'est alors que, comme les géologues l'avaient annoncé, une tempête violente provoque un glissement de terrain. 4000 m3 de roches déferlent jusqu'au pied de la pile P1. La bonne nouvelle, c'est que les cailloux ne l'ont pas endommagé. Mais cet avertissement sans frais est on ne peut plus clair. On affecte aussitôt une partie du personnel et du matériel à la stabilisation de la pente pour éviter un nouvel incident du même genre. Trois mois seulement après la pose de la première pierre, le viaduc de Millau commence à prendre forme. Les 450 ouvriers qui occupent quotidiennement le chantier ont terminé le terrassement des plateformes, 300 000 m², ainsi que les fondations des 7 piles sur lesquelles reposera le tablier du viaduc. Nous nous étions engagés sur un délai très court. Et pour le tenir, la seule solution, c'était de faire toutes les piles en parallèle. Et donc en prévoyant des équipes dédiées à chacune des piles et des moyens dédiés pour les réaliser. Donc c'était un peu plus coûteux, mais ça permettait de tenir un délai qui était de l'ordre de 3 ans. Pour tout le projet, on a vu les choses en grand. Il faudra 206 000 tonnes de béton, une quantité telle qu'il faudra construire une centrale à béton sur le chantier. Posées sur des semelles de 5 mètres d'épaisseur, les piles sont réalisées de façon tout à fait classique. Par levées successives de 4 mètres, elles s'élèvent vers le ciel à l'aide de coffrages autogrimpants. Pour obtenir la résistance voulue, les piles sont équipées d'armatures en acier. Au total, 16 000 tonnes d'armature seront hissées en position. Mises bout à bout, ces barres de métal mesureraient 4000 km de long. Après les premiers réglages, les chantiers béton ont rapidement pris leur vitesse de croisière. Au rythme d'une levée de 4 mètres tous les 3 jours pour chaque pile, celles-ci seront achevées en moins de 2 ans avec un record du monde à la clé. 245 mètres pour la pile P2, qui deviendra la plus haute pile du monde. Une véritable satisfaction pour le constructeur. C'est une satisfaction. Au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est le défi technique de réaliser des piles de cette importance, de les calculer et puis ensuite de savoir les construire avec l'ensemble du matériel et notamment, bien sûr, les grues et le savoir-faire du grutier. Vincent Principato, ouvrier grutier, fut un acteur incontournable des travaux du viaduc de Millau. Passant des journées entières dans sa cabine à plusieurs centaines de mètres au-dessus du vide,
Il a dû apprivoiser son vertige pour ne se concentrer que sur le travail à faire. Là, la grue était à 254 mètres, en hauteur élément. Hein. Mais moi, j'étais placé sur un talus, disant que le Tarn était beaucoup plus bas. J'allais mettre le crochet en bas, on aurait 290 mètres. Donc ça fait quand même une belle hauteur. Hein. Je suis à peu près aussi haut que la Tour Eiffel. Hein. Avec des grues et des piles atteignant plusieurs centaines de mètres de hauteur, le travail des ouvriers s'avère donc particulièrement délicat. D'autant qu'avant de pouvoir accéder à leur poste de travail, ils doivent emprunter les mini-ascenseurs spécialement conçus pour chacun des chantiers. En songeant aux nombreux accidents qui ont pu avoir lieu par le passé dans ce genre d'aventure périlleuse, l'équipe décide de construire l'ensemble du tablier en acier sur la terre ferme. Les opérations ont commencé dans l'usine de Lauterbourg en Alsace, sous la houlette de Marc Buonomo, le directeur de la division ouvrage d'art. Quand on veut construire à très grande hauteur et quand on veut avoir de très grandes portées, il est préférable d'avoir un matériau le plus léger possible. Dans le cas du viaduc de Millau, le métal permettait de diviser par 3 le poids du tablier. Ce puzzle géant se compose de 2200 panneaux, dont certains pèsent jusqu'à 90 tonnes et mesurent jusqu'à 22 mètres de long. Leurs mensurations sont mesurées au laser au dixième de millimètre près. Les énormes caissons de section carrée serviront de colonne vertébrale au tablier et assureront sa rigidité, tandis que les panneaux latéraux triangulaires seront soudés de part et d'autre des caissons pour accueillir une autoroute à 4 voies. Une partie des pièces fabriquées à Lauterbourg est transportée jusqu'au site de Fos-sur-Mer, où sont assemblés les 152 caissons centraux qui forment l'épine dorsale du tablier. À Fos, comme à Lauterbourg, chaque élément subit un contrôle drastique avant de prendre la direction de Millau. Pour acheminer les tronçons et les grosses pièces métalliques, il ne faudra pas moins de 2000 convois exceptionnels. Et même si l'itinéraire a été établi avec soin pour éviter tout incident, certains passages s'avèrent très difficiles à franchir. Réalisateur des images officielles du chantier, Pierre Chabotti fut un témoin privilégié des différentes étapes des travaux. Quand on transporte un caisson, ça fait à peu près 80 tonnes. Donc c'est posé sur une remorque qui a je sais pas combien, 60 roues, enfin c'est un truc gigantesque. Alors quand ça circule sur une route normale, il y a simplement un tracteur. Et puis Millau, c'est quand même haut. Donc il faut aller rejoindre le plateau du Lerzac, il faut passer par la future autoroute A75, mais qui est déjà une route qui existe. Il va falloir grimper. Là, il faut 2 camions, il faut 2 tracteurs, et donc il y a un attelage un peu particulier qui entraîne tout ça vers le haut pour arriver jusqu'au Lerzac. Les travaux ont démarré il y a maintenant 1 an et demi. Les conditions météorologiques qui ont alterné entre le grand froid de l'hiver 2002 et la canicule de l'été 2003 n'ont pas freiné le chantier qui a pris 1 mois d'avance sur le calendrier. Mais pour les ouvriers, le plus embêtant reste le brouillard et les orages, assez fréquents dans la région. Dans l'année, on va avoir à peu près cumulé un bon mois de brouillard ou nuages bas. Parce que bon, quand même, il ne faut pas oublier qu'on est au Tarn, hein, on est en dessous du Tarn. Automatiquement, la brume, même en mois d'avril, mai, vous avez de la brume. Hein. Et des fois, si on a les nuages bas, c'est carrément blanc, on ne voit plus rien. Seul moyen de voir ce qu'il fait avec sa grue par temps couvert, l'outil indispensable au grutier reste la caméra avec son écran de contrôle. En contact visuel permanent avec la charge qu'il doit soulever, il est également guidé par une voix par radio. Lorsque les vents atteignent une vitesse supérieure à 70 km/h, le grutier est prié de redescendre dès que possible. Mauvaise nouvelle. La centrale de béton du chantier vient de tomber en panne. Et pour corser le tout, de violents orages éclatent alors qu'au sommet de sa grue, à 220 mètres de hauteur, Vincent Principato vient de commencer un coulage. Cette étape ne peut absolument pas être arrêtée une fois commencée, sous peine de faire sécher tout le béton dans la bétonnière. On a terminé à 1h du matin et vers 10h, les tempêtes, des seaux d'eau. J'avais peur pour les gars, comme ils étaient trempés, les vents à 100 km. Oh.
la fin du monde. Hein. Ça, je ne pourrais jamais l'oublier. Hein. Les orages avec des gros vents, vous voyez. Alors ça craque hein, là-haut. Hein. Un turbine de 3 tonnes, enfin 3 tonnes vides, 10 tonnes pleines. Hein. Alors, vous avez de la charge. L'inertie, c'est pas la même. Hein. Non, non, je m'en souviendrai de ce jour-là. Mais j'ai été trempé jusqu'au slip, hein, tous. Ça tombait dans l'Aveyron, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il fait beau, 2 heures après, il pleut. Au mois de novembre 2003, les piles atteignent la hauteur voulue. Avec ses 245 mètres, la pile numéro 2 devient la plus haute pile du monde pour un ouvrage de ce genre. Reste à savoir si elle est bien à l'endroit déterminé. Après vérification, on constate qu'elle est à moins de 2 cm de son objectif. Le défi est réussi. Et quand elle arrive à 247 mètres, cette pile, eh bien, il y a un petit événement, un petit comité qui se déroule sur le haut de la pile. Le dernier béton, la dernière brassée, le dernier talochage va entraîner une petite cérémonie. D'abord champagne sur le haut de la pile. À la dernière alors. Allez, ça roule. Et puis ils vont remettre dans un tube le nom des 500 personnes qui ont participé à la construction de ces piles. On va le rentrer dans le béton et ça va être scellé à tout jamais dans le haut de la pile. Une fois parvenus sur les 2 centres d'assemblage de chaque côté de la vallée, panneaux latéraux et caissons centraux sont assemblés, ajustés et soudés pour former les 2 tronçons du tablier. Le premier mesure 1,7 km du côté sud contre 700 mètres du côté nord pour une jonction entre les piles P2 et P3 prévue en mai 2004. Mais faire que ces 2 tronçons finissent par enjamber le Tarn s'annonce comme un défi à nul autre pareil. Les ouvriers seront les premiers à installer un tablier au sommet d'une pile plus haut qu'un immeuble de 80 étages. C'est ce qu'on appelle l'étape du lançage. Quand on pousse un viaduc, on prend appui sur sa culée et avec des vérins, on le pousse. Et par frottement, il avance, si vous voulez, sur ces piles. Et dans les cas classiques, par exemple des ponts ferroviaires, etc., les piles sont assez rigides pour ne pas se déformer. Dans le cadre du viaduc de Millau, avec des piles qui variaient entre 264 mètres et 150 mètres, les piles auraient été beaucoup trop souples. Donc les forces de frottement auraient fait que l'on entraînait les piles et donc on aurait renversé les piles, on les aurait plutôt fait fléchir, quitte à les rompre, en poussant le viaduc compte tenu du poids du viaduc. Avec ces piles de plusieurs centaines de mètres, les 2460 mètres de longueur du tablier et son poids de 36 000 tonnes, l'opération du lançage nécessite la fabrication d'un outil spécifique permettant de pousser le tablier sans faire tomber les piles. Le mécanisme de lancement s'appuie sur un outil appelé le translateur, une machine composée de 2 cales censées glisser l'une sur l'autre à l'aide de 2 vérins. Le premier vérin pousse la première cale qui soulève la deuxième, sur laquelle repose le tablier. Ainsi, celui-ci se détache de la pile sans prendre le risque de l'endommager en s'y frottant. Ensuite, le deuxième vérin pousse la deuxième cale et le tablier avance. Pour un ouvrage aussi grandiose, 64 translateurs sont nécessaires. Ils sont placés sur chaque pile et s'activent en même temps pour que le tablier puisse avancer à pas successifs de 60 cm. L'avenir de l'ensemble du projet repose sur un prototype qui n'a encore jamais été mis à l'épreuve. C'est un système extrêmement simple, mais encore faut-il que tout le monde, tous les systèmes, poussent en même temps. Il y avait 14 ordinateurs qui fonctionnaient en même temps, avec un ordinateur maître pour contrôler que les 14 autres fonctionnaient correctement. On a toujours des doutes. On a toujours des doutes, hein, tant que la machine s'est pas mise en route. Bon, on a fait des tas d'essais, hein, mais un constructeur, il se dit toujours qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que ça va marcher comme je l'ai pensé, etc., quoi. Celui qui n'a pas de doute, je pense pas que ce soit un bon ingénieur.
Millau sera le lançage le plus long effectué sur les piles les plus hautes du monde. Autant dire que l'opération peut facilement tourner au désastre. Le tablier est si mince qu'il pourrait s'incliner et se tordre à un moment ou à un autre au-dessus des 342 mètres qui séparent chaque pile. La solution à ce problème est simple. Dresser un pylône pour que ses haubans soutiennent la partie avant du tablier qui sera poussée au-dessus du vide. Ensuite, il faudra dresser les palets, des béquilles d'acier temporaires de soutien pour que le lançage se limite à une demi-travée de 171 mètres. C'est extraordinaire de voir la manière dont on peut lancer ce tablier au-dessus de la vallée et on est entre l'air et l'air. Il n'y a rien d'autre. Donc les appuis sont relativement espacés dans ce cas-là. On trouve qu'ils sont lointains les uns des autres. L'idée, c'était bien sûr de mettre des piles temporaires, donc de mettre des appuis temporaires entre les piles définitives, ce qui a doublé le nombre d'appuis. Les palais provisoires, c'est des échafaudages en grandeur irréelle. On ne peut pas dire réel, irréel, parce que moi, j'avais jamais vu des échafaudages aussi hauts. Hein. Alors, de P6, P7 et P6, je crois qu'ils faisaient 650 tonnes. Et entre P2 et P1, ils faisaient 1400 tonnes, 174 mètres de haut. Quand vous voyez les semelles qu'on faisait là-bas, c'était carrément faire un immeuble. Hein. C'est des semelles qui faisaient 5-6 mètres d'eau en béton pour poser l'échafaudage dessus. Hein. Toutes les 4 minutes, le tablier progresse d'une soixantaine de centimètres. L'avancée des travaux est surveillée étroitement, mais la tension n'en retombe pas pour autant chez les observateurs qui regardent le tablier traverser le ciel. Finalement, le tablier atteint la sécurité que lui offre la première pile. 204 mètres de parcouru, plus que 2256. Les translateurs fonctionnent correctement et les ingénieurs se montrent optimistes. Mais au fur et à mesure qu'il va avancer, le tablier va être de plus en plus vulnérable au vent qui souffle parfois jusqu'à 130 km/h. Le vent est l'ennemi des grands ponts, de façon générale. On parle souvent des séismes. Alors plus le pont est grand, moins les séismes les gênent. Tandis que plus le pont est grand, plus le vent les embête. Aux États-Unis, en 1940, dans l'État de Washington, un pont suspendu a été jeté au-dessus de Tacoma. Son ouverture le 1er juillet se fait en grande pompe, mais les réjouissances vont tourner court. Le pont a en effet un ennemi de taille, le vent. Les poutres censées assurer la rigidité de la construction bloquent le vent, ce qui entraîne une oscillation inquiétante du tablier. Le 7 novembre, par un vent pourtant inférieur à 70 km/h, l'oscillation se fait de plus en plus violente. Et à 11 h du matin, c'en est fini du pont. Le vent le précipite dans la rivière. Le pont de Tacoma est tombé en 1940. Il n'avait pas été étudié d'un point de vue aérodynamique. La science qu'on applique nous, qui s'appelle l'ingénierie du vent, n'existait pas avant 1940. Et on peut considérer que c'est l'accident du pont de Tacoma qui était à l'origine des premières recherches sur le sujet. En termes d'ingénierie des vents, les essais en soufflerie font partie de la procédure normale depuis ce fameux accident de Tacoma. Pour le viaduc de Millau, les ingénieurs spécialisés ont analysé le vent soufflant dans la vallée du Tarn pendant plus de 18 mois, puis recréé ces conditions en soufflerie. Le relief accidenté de la région provoque des turbulences importantes à la hauteur du tablier. Et donc on a un vent qui va être très turbulent, qui va être très chahuté. Et on va avoir des incidences de vent inhabituelles, donc on va avoir des vents qui vont monter et qui vont être variables selon l'emplacement où on se trouve sur le pont. On analyse donc tous les éléments du viaduc pour évaluer les risques. Les piles, les pylônes et surtout le tablier. Mais on ne se contente pas de l'aérodynamique de l'ouvrage une fois terminé. On s'efforce également de déterminer son comportement au moment où il sera le plus vulnérable, c'est-à-dire durant le lançage. Olivier Flamand et son équipe parviennent à une conclusion qui fait froid dans le dos. Les vents mesurés pourraient arracher le tablier avant qu'il soit fixé sur les piles et les palets et le précipiter dans la vallée. C'est alors que le cauchemar commence, le 22 août 2003. 6 mois après le début du lançage, un des translateurs tombe en panne, laissant le tablier à la merci du vent. Facteur aggravant,
les météorologues annoncent des orages. C'est une très mauvaise nouvelle pour Marc Bonomo, l'ingénieur qui a mis au point cet appareil. On met tout en sécurité, etc. Et puis il y a ce translateur là qui est très abîmé avec 7000 tonnes dessus. Et on me dit, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on avait fourni nos résultats. Les résultats étaient indubitables. On n'a pu que leur confirmer que, effectivement, s'il y avait un vent très fort qui arrivait à un moment où ils étaient dans cette position délicate, avec le tablier suspendu entre ciel et terre, il y avait un risque très fort. C'est là qu'il faut avoir du savoir-faire dans l'entreprise, parce qu'en effet, au milieu du 4e lançage, nous tombons en panne, on ne progresse plus. Ça se voit d'ailleurs depuis la route, on voit que le tablier est en porte-à-faux. Et donc, il faut comprendre ce qui se passe, voir exactement la pièce qui est en panne, et puis il faut surtout trouver le moyen de la changer. En trouant l'acier au niveau de la partie inférieure des caisseaux centraux, les ingénieurs vont installer des treuils qui vont faire monter une nacelle depuis le sol jusqu'au niveau du translateur endommagé sous le tablier. Les ouvriers vont pouvoir changer la pièce au-dessus du vide en toute sécurité. Donc une fois que le diagnostic a été fait et que la solution a été imaginée, en une journée, c'était réglé, mais bien sûr, il fallait faire tout ça. Pour la première fois depuis le début du chantier, Lord Norman Foster vient rendre visite au viaduc qu'il a dessiné quelques années plus tôt. Accompagné du concepteur Michel Virlejeu et des équipes du constructeur, l'architecte anglais s'émerveille devant ce qu'il découvre. Pour moi, ce projet est chargé d'émotions. Il y a une valeur spirituelle attachée à une telle conquête de notre espace. Et je crois que la capacité de faire traverser 5 millions de véhicules par jour, une sorte de flot ininterrompu, avec des poids lourds comme posés, suspendus en l'air, c'est presque comme un envol. Comme voir un avion, contre toute attente, décoller et atterrir. Une fois le translateur défectueux réparé grâce au système inventé par les ingénieurs, le chantier peut redémarrer. Le lançage reprend de plus belle et l'avancée des travaux ne laisse personne indifférent. Le viaduc est de plus en plus impressionnant. Sa taille interpelle les touristes qui traversent la région et son affluence explose. En août 2003, 150 000 visiteurs ont été comptabilisés. Il y a quand même eu 500 000 visiteurs sur ce chantier pendant 3 ans, ce qui est absolument invraisemblable, parce qu'en France, personne ne veut voir des chantiers, sauf peut-être pendant les portes ouvertes du bâtiment, où les gens tout d'un coup vont s'intéresser à un petit chantier ou à un plus gros chantier. Mais là, c'est 500 000 personnes qui viennent de partout de la France pour voir ça. Alors ça, c'est grâce à la télévision, bien sûr, parce que la télévision montre des images du plus haut chantier du monde. Donc ça attire les fous. J'avais vraiment l'impression d'assister à un chantier hors norme, hors du commun. Comme, je sais pas moi, un homme du Moyen-Âge qui voit la construction d'une église ou d'une cathédrale. Donc c'était quelque chose d'assez exceptionnel, de voir l'organisation du chantier. C'était une vraie fourmilière, il y avait énormément de monde autour de cette construction, des outils, des machines. C'était une technologie extraordinaire, parce que pour pousser les 2 tabliers de part et d'autre de chaque cosse, il fallait quand même une technologie et des matériaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc c'était participer à cet événement, je pense, qui marque effectivement la vie de Millau, évidemment, mais du pays, quoi. C'est une œuvre architecturale majeure. Avant de faire l'unanimité chez les Millavois et de voir autant de monde se presser pour venir visiter le chantier, le projet d'un viaduc à Millau a connu pas mal de détracteurs avant même que les travaux ne commencent. Je suis contre. Pourquoi? Ah, pourquoi? Ça va déparer notre petit paysage, là. Un problème d'écologie, d'économie. En folie. Les travaux préliminaires du chantier ont donc débuté dans un climat hostile.
Parmi les plus réticents, ce sont les commerçants de Millau qui s'étaient fait entendre. Leur crainte était forte que les touristes ne prennent pas le temps de s'arrêter en ville. Et Jacques Godefroy se souvient qu'il a eu beaucoup de mal à les convaincre que c'était justement le contraire qui les attendait. Il disait, mais si tu fais, toi le maire, passer les véhicules au-dessus de Millau, ils n'alimenteront plus Millau en chalandise. Ils s'arrêteront plus, ils boiront plus un café, ils n'achèteront plus quoi que ce soit. Et moi, je m'époumonais à leur dire, les visiteurs de Millau, qu'est-ce qu'ils voudront voir? Le viaduc d'en bas. Quand vous passez sur un pont, vous voyez pas les piles, vous voyez pas la vallée au-dessous. Putain, vous tracez. Alors qu'une œuvre d'art, car le viaduc c'est plus qu'un ouvrage d'art, c'est une œuvre d'art. On a envie de le voir d'en bas, donc on descend, on sort, on va dans la vallée, on vient dans la ville, on regarde le viaduc et on repart. Et c'est pour ça que j'ai obtenu de leur part, après de fortes critiques, au minimum un doute. Voilà. Et ils nous ont laissé, et je crois qu'ils ne regrettent pas. Pour la suite du lançage, l'équipe vérifie une nouvelle fois les bulletins météo. Le vent ne dépassant pas la limite de sécurité, le feu vert est donné pour l'ultime poussée. Au cours des 2 jours et des 2 nuits qui suivent, le tablier continue d'avancer à raison de 60 cm par opération pour arriver à sa position finale. L'acier est très flexible. Il plie sous son propre poids et se dilate sous l'effet de la chaleur. Personne ne sait si les 2 tronçons des tabliers s'épouseront parfaitement. Je vous rappelle que les 2 tabliers, en courbe et en côte, surveillés par un satellite en permanence. La tolérance, elle est de, je crois, 1 cm. Quelque chose qui pèse 7 fois le poids de la tour Eiffel. Hein. Et ça se rejoint, ça va se rejoindre, ça va se rejoindre. Et là, ma gorge se noue, je ne peux plus parler. Je ne peux plus parler, tellement je suis ému. C'était une naissance. J'assistais à un accouchement, une naissance, parce qu'on avait tellement donné pour que ça marche, pour que les gens soient contents, pour que ça s'inscrive dans le paysage. Pendant plusieurs années, on a donné le meilleur de ce qu'on pouvait donner pour que ça se fasse. Et tout d'un coup, sous nos yeux, ces 2 tabliers là se rejoignent. Les médias du monde entier sont présents pour assister à la jonction qu'on appelle le clavage dans le jargon des bâtisseurs. Le clavage, c'est fait en rapprochant les 2 morceaux et la géométrie est tellement parfaite que les 2 morceaux se sont emboîtés. Alors quand je dis se sont emboîtés, il ne faut pas exagérer, il y avait un petit gap entre les 2. De toute façon, il fallait ce petit gap pour la soudure, mais c'était de l'ordre de 7-8 mm, donc c'était parfait. L'équipe est épuisée, mais ravie. Ils sont aussi un peu surpris. Personne ne s'attendait à cette nouvelle. Les 2 parties s'alignent de manière parfaite. C'est la fin d'un planning éreintant. 18 lançages, 1600 mètres d'avancée en hiver comme en été. Pour refermer ce dernier écart, les ouvriers relient tout d'abord les 2 tronçons à l'aide de câbles et de poulies afin qu'ils soient parfaitement alignés. Puis, à l'aide des translateurs, ils déplacent le tablier doucement vers l'avant. Le mouvement est trop infime pour être visible à l'œil nu. Mais les hommes ont installé un dispositif spécial qui leur signalera le moment où le pont sera en place. Ils ont accroché un magnum de champagne entre les 2 tronçons pour marquer le moment tant attendu. Un ouvre-bouteille à 400 millions d'euros, c'est donc ça s'est pas encore vu beaucoup. On sabre les bouteilles de champagne, mais là, avoir un viaduc pour ouvrir les bouteilles de champagne, c'est pas mal non plus. C'est le plus haut viaduc du monde qui est en train de se claver et c'est un beau moment. Et c'est un moment d'émotion important parce que on sent que tous les gens qui sont là, tous les ouvriers qui sont là, c'est une forme d'aboutissement. Pour ceux qui ont fait le tablier, c'est la fin de leur travail et donc à la fois ça va être le champagne, à la fois ça va être le départ. Le travail est loin d'être terminé. Les 2 tronçons du pont ont été assemblés, mais ils ne forment pas encore un tout. À l'intérieur du tablier, les soudeurs sont à l'œuvre. Il faudra 40 heures de dur labeur pour que les 2 parties s'épousent parfaitement et ne fassent plus qu'un tout. Après la jonction des tabliers, on aborde la dernière phase du projet. La date d'achèvement des travaux approche, mais l'équipe n'en a pas fini avec les problèmes. En effet, difficile de ne pas constater l'ondulation des panneaux d'acier assurant la souplesse du tablier. Les déformations que vous voyez, c'est qu'un viaduc réalisé en caisson métallique, finalement c'est un caisson qui à l'échelle est presque une feuille de papier, donc c'est un caisson qui est très très souple.
Et donc le caisson suit les déformations. Alors il y a une particularité à Millau, c'est que l'on a poussé donc le viaduc depuis le plateau et les piles étaient plus basses que le viaduc. Donc le viaduc suit une courbe en S qu'on voit très très bien quand on est effectivement dans l'alignement du viaduc. Et il est assez souple pour suivre cette courbe en S. Alors ça paraît pas paradoxal qu'une section de 3,20 m de haut et entièrement en acier soit aussi souple, mais sur des longueurs pareilles, ça se déforme complètement. Pour redresser le tablier, l'équipe mise sur les pylônes et les haubans. Chaque pylône mesure 90 mètres de haut pour un poids de 700 tonnes. Leur installation sur le mince tablier à plusieurs centaines de mètres au-dessus du Tarn constituera une première. Une fois de plus, Marc Bonomo a concocté un plan. L'ingénieur adapte une technique utilisée dans l'Égypte antique pour dresser les obélisques dans le sable. Sur le tablier, l'équipe érige 2 énormes bras d'acier arrimés par des câbles et munis chacun d'un vérin, ces 2 machines développant une force totale de 2000 tonnes. Le pylône de 700 tonnes est ensuite soulevé par les vérins hydrauliques et mis progressivement à la verticale avant d'être abaissé sur son point d'ancrage. Cette technique 4 fois millénaire marche encore à la perfection. La veille de la mise à la verticale du premier pylône, j'ai relu un livre sur la mise à la verticale de l'obélisque de la Concorde. L'obélisque de la Concorde mesure 23 mètres de haut pour 230 tonnes, que là c'est 700 tonnes pour 70 mètres de haut. Et donc j'ai lu tout ce qui passait à travers la tête de l'ingénieur de la marine qui était chargé de la mise à la verticale, avec les craquements qu'il avait entendus. Et donc, quand ça a commencé à lever et que ça ne craquait pas, je me suis dit, tiens, c'est bien, j'entends rien. Donc l'ingénieur, il faut qu'il n'entende rien, parce que s'il entend quelque chose, c'est qu'il y a des choses qui vont... quelque chose qui se passe mal. Une fois les 7 pylônes installés, l'équipe peut arrimer les haubans qui vont rigidifier le tablier et lui permettre de résister à la circulation automobile, ce qui constitue l'objectif visé. Le poids de la chaussée dépasse dès lors les 40 000 tonnes et les 154 haubans devraient l'empêcher de s'effondrer. La meilleure structure pour prendre des charges, c'est le câble. Ce sont les ponts suspendus, ce sont les ponts haubans, et c'est encore mieux avec les ponts haubans parce que le hauban, il est tout droit, il est direct, enfin, il a un peu de flèche avec son poids propre, mais tandis que le pont suspendu, c'est quand même un peu plus compliqué puisque la charge passe d'abord dans les suspentes, monte sur le câble porteur. Donc, pourquoi un pont hauban? Parce que c'est la structure la plus efficace, la plus moderne, et c'est la seule qui permette d'avoir un tablier aussi mince. Les haubans plus résistants se composent de 91 taurons d'acier et leur résistance à la rupture est de 25 000 tonnes. Au fur et à mesure que les haubans sont mis sous tension, les ondulations du tablier s'estompent comme prévu. Sur toute la longueur, elles ne dépassent désormais plus l'épaisseur d'1 pouce. Dans un ouvrage d'art, tout a une importance, même la couleur des câbles. Je me souviens de mon plus grand sujet d'angoisse, qui m'a empêché de dormir pendant des nuits. La couleur des câbles. Parce que si vous décidez de mettre les haubans en valeur sur le fond du paysage, alors ils seront d'une teinte foncée. Tandis que si vous voulez qu'ils s'estompent et que les personnages principaux soient à la fois le pilier, les colonnes dans le paysage, leur infinie délicatesse, alors il faudra opter pour des haubans clairs. Vous aurez beau faire des modélisations, tant que vous ne l'avez pas vu en vrai, vous ne savez pas si vous avez fait le bon choix. Et finalement, c'était le bon. Une fois tous les haubans fixés, la phase de revêtement peut commencer, constituant ainsi la dernière ligne droite des travaux. 9000 tonnes de bitume seront nécessaires pour former la chaussée. Ce qu'on appelle l'enrobé est constitué d'un mélange particulier, fruit de plus de 2 années d'études, testé 15 fois avant d'être mis en œuvre pour épouser au mieux la déformation du tablier. L'enrobage dure 4 jours et s'achève le 24 septembre 2004. En 3 ans, l'équipe a construit le pont autoroutier le plus haut du monde. Elle va bientôt savoir si ses calculs étaient justes ou erronés.
Sur le viaduc de Millau, il y a 8 travées qui correspondent aux 8 tronçons du tablier entre 2 piles. Le poids imposé à une travée va la courber. Les pylônes fléchissant, les travées adjacentes vont-elles remonter, imprimant une ondulation dangereuse au viaduc. Pourquoi ce pont tient et ne fléchit pas, tout en étant flexible? C'est que le tablier, il est cloué sur la pile. C'est-à-dire qu'elle empêche le tablier de fléchir plus que si le tablier avait été simplement posé sur la pile. L'heure du test final a donc sonné. 28 camions, qui pèsent à eux tous plus de 900 tonnes, stationnent à l'endroit critique au milieu de la 7e travée. Les ingénieurs retiennent leur souffle et prennent les mesures. La travée s'affaisse de seulement 26 cm. C'est un véritable triomphe, car le viaduc a été conçu pour résister à une ondulation plus de 2 fois supérieure à celle-ci. Le 14 décembre 2004, seulement 3 ans jour pour jour après la pose de la première pierre, les travailleurs poussent enfin un soupir de soulagement. C'est le grand jour de l'inauguration. Ce jour-là, tous les grands acteurs du projet ont fait le déplacement. Pour l'occasion, même le président de la République, Jacques Chirac, a tenu à être présent. Il arrivait de l'aéroport du Larzac, là, il est sorti de sa voiture et il a fait... Oh. Alors ça, je dois dire que c'est une grande satisfaction. Puis alors après, bon, vous connaissez Jacques Chirac, hein, et l'entreprise avait massé 300 ouvriers sur le tablier. Il a serré 300 paires de mains. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs, attention de pas tomber. Bonjour messieurs. Automatiquement, quand on a une inauguration pareille, avec le président, les ministres, les grands patrons, c'est qu'une fierté, hein. On ne peut pas dire autrement, il ne faut pas se le cacher. Hein. C'était vraiment exceptionnel. On est fiers. Et puis arrive le moment de l'inauguration. La patrouille de France arrive en même temps. C'est très minuté, mais vraiment à la seconde, quoi. Le drapeau bleu-blanc-rouge s'enlève de la plaque et la patrouille de France arrive. Et donc on a du bleu-blanc-rouge partout. Au-dessus de Millau, c'est super, les gens applaudissent. Enfin, c'est un moment très heureux, très simple en même temps. J'ai vu des journalistes du Chili, du Vietnam, enfin, c'est invraisemblable ce qu'il y avait. Je sais que Lord Foster, moi, j'ai pas eu le temps de croiser Lord Foster pendant l'inauguration, c'était impossible. Je l'ai vu quand on a accueilli Chirac, mais à part ça, il a fait des interviews pratiquement non-stop toute la journée. Je crois qu'il y a des instants qu'on n'oublie jamais. Ils deviennent symboliques. Que ce soit un arbre qu'on plante ou la dernière pierre d'une construction qu'on pose, ce sont des moments mémorables, inoubliables. Et tout le monde l'a ressenti. C'était dans l'air, c'était palpable. Bravo et merci. Merci à vous. De retour à son bureau après l'inauguration, Jacques Godefrin, le maire de Millau, reçoit un coup de téléphone bien inhabituel. Au bout du fil, c'est le gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, en personne. La ville de San Francisco veut construire un 3e pont au-dessus de la baie pour doubler le fameux Golden Gate et désengorger une région qui suffoque sous les voitures. Face aux grandes réticences des mouvements écologiques américains, Schwarzenegger est très intéressé par la méthode employée par les autorités françaises pour avoir finalement remporté l'adhésion des paysans, des commerçants et des habitants à l'origine réfractaires au projet du viaduc. Avoir eu l'État de Californie, la gouvernance de l'État de Californie qui est à Los Angeles en ligne, juste après l'inauguration, c'était d'abord complètement inattendu, mais ça prouvait que Millau devenait centre du monde, capitale du monde. Voilà, et d'ailleurs, ça n'a pas changé. Millau reste la capitale du monde. En à peine plus de 3 années de travaux, le viaduc, avec la plus haute pile du monde, a vu le jour. Malgré les difficultés, le constructeur a réussi à respecter les délais initiaux et il devrait rester en place pendant au moins 120 ans. Le viaduc de Millau a fait voler en éclats tous les records et les préjugés. Un viaduc peut être à la fois un exploit architectural, un symbole d'esthétisme et de beauté et un vecteur de lien social.
par un extraordinaire tour de force, ces architectes, ces équipes obstinées, ces hommes et femmes à la détermination inébranlable ont fait bien plus que désenclaver le Massif central. Ils ont réalisé en un temps record non seulement un ouvrage d'art, mais aussi un monument qui a transformé la vie des Millavois et des vacanciers. Le viaduc de Millau est une invitation au-dessus des nuages à la portée de tous, et aussi pour les bâtisseurs, la plus grande fierté de leur vie. Pour moi, j'ai apporté ma pierre à l'édifice des constructeurs, quoi. Quand je pense au viaduc de Millau, maintenant, je me dis que c'est une chance extraordinaire pour la ville, puisque c'est un ouvrage d'art qui a une véritable âme qui le rend bien vivant. C'est exceptionnel, ça. On en fait qu'un dans sa vie, ça. C'est pas tous les jours qu'on fait des viaducs comme ça. À cette hauteur, surtout, on est plus haut du monde. Donc c'est pas rien, hein. On a détrôné les Américains. L'important, ce n'est pas qu'il soit le plus haut ou le plus long du monde, mais c'est cette jubilation extraordinaire d'être arrivé à le réaliser.